Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au corps humain et aux microbes qui le colonisent. Le corps humain héberge de nombreux micro-organismes. Cette image n'en est qu'une représentation partielle. Si l'on prend en compte uniquement le groupe des bactéries, on estime à 100 000 milliards le nombre de bactéries hébergées par le corps humain, soit près de 10 fois plus que le nombre de cellules d'un individu. Cela représente une masse d'environ 2 kg pour un individu de 70 kg. Ces micro-organismes sont localisés sur le corps humain et à l'intérieur. L'ensemble de ces micro-organismes constitue ce que l'on appelle le microbiote. Ce microbiote est utile à l'homme. En effet, il empêche l'installation de micro-organismes pathogènes, nous protège et favorise entre autres la digestion. D'autres moyens permettent à l'homme de lutter contre l'entrée des micro-organismes pathogènes. Il y a des barrières physiques comme la peau et les muqueuses. Il y a également des barrières chimiques. En effet, la majorité des bactéries se multiplient à un pH compris entre 5,5 et 8. Ainsi, le pH de la sueur, des sucs gastriques, des sécrétions vaginales, etc. empêchent la multiplication des micro-organismes. Malgré ces barrières naturelles, certains micro-organismes pathogènes parviennent tout de même à entrer dans le corps. On parle alors de contamination. On va alors distinguer le mode de contamination de la voie de contamination. Le mode de contamination, c'est comment le micro-organisme entre-t-il dans le corps, alors que la voie de contamination, c'est par où le micro-organisme entre-t-il dans le corps. Pour le virus du sida, le mode de contamination correspond entre autres à un rapport sexuel non ou mal protégé avec un ou une partenaire contaminée, et la voie de contamination est alors dans ce cas-ci la voie sexuelle. Pour la bactérie du tétanos, le mode de contamination est une blessure souillée et la voie de contamination est la voie cutanée. Pour le virus de la grippe, ici, le mode de contamination correspond aux gouttelettes contaminées lors d'un éternuement et la voie de contamination est la voie respiratoire. Ça te rappelle certainement quelque chose, un sujet d'actualité, c'est également le cas du coronavirus. Voici une capture d'un éternuement. On observe l'expulsion d'un nuage de gaz dans lequel des gouttelettes sont en suspension. Ces dernières contiennent certainement des agents pathogènes. Tu comprends alors mieux les gestes barrières à respecter, que ce soit d'ailleurs pour le coronavirus, le virus de la grippe ou un autre micro-organisme pathogène, comme par exemple tousser et éternuer dans son coude. Lorsque le micro-organisme entre dans un être vivant, il va alors se multiplier. On parle d'infection. Chez les bactéries, c'est ce qui est représenté ici, eh bien, chaque bactérie peut rapidement se multiplier lorsqu'elle se trouve dans des conditions favorables. Sur cette image, tu vois ici une bactérie qui ne s'est pas encore multipliée et ici, une bactérie qui est en cours de multiplication. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, une bactérie au départ qu'on appelle cellule mère va doubler de volume pour donner 2 cellules filles en se divisant, en se coupant en 2. Et ceci à un rythme variable en fonction des différentes familles de bactéries, ou plutôt espèces de bactéries. En tout cas, ça peut mettre 20 minutes entre chaque division, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures, plusieurs jours, ceci est très variable. Ceci correspond donc bien à un mode de reproduction asexué puisqu'il ne fait pas intervenir de mâles et de femelles. Les symptômes de la maladie vont alors se déclarer lorsque le nombre de bactéries pathogènes dans le corps humain devient important.
Chez les virus, la multiplication est encore différente. Les virus sont des parasites obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ont obligatoirement besoin d'une cellule hôte pour se multiplier. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, le virus va entrer dans la cellule et il va en prendre possession. C'est-à-dire qu'il va commander à cette cellule hôte la fabrication de virus identiques à lui-même. En fait, la cellule hôte devient une véritable usine, malgré elle, à virus. Lorsque les virus sont produits, eh bien ceux-ci vont sortir en grand nombre, très souvent en faisant mourir la cellule hôte qui les a fabriqués, et chaque virus, à son tour, va aller parasiter d'autres cellules et le cycle recommence. Alors, pour éviter une contamination, on peut utiliser des méthodes d'asepsie. Par exemple, ici, dans le cas d'une chirurgie, le chirurgien va s'équiper d'une charlotte, d'un masque, de gants, d'une blouse, etc. On peut à la maison, par exemple, poser un pansement pour protéger une plaie après un soin. Quelque chose de beaucoup plus évident et qu'on te demande de faire régulièrement dans une journée, c'est se laver les mains avec du savon. Et puis, naturellement, toujours à la maison, supprimer les bactéries qui s'attaquent à nos dents en nous brossant régulièrement les dents. Pour éviter une infection, ou plutôt pour lutter contre une infection, on va utiliser des méthodes dites d'antisepsie, en utilisant des antiseptiques ou en utilisant des médicaments tels que des antibiotiques. Mais attention, les antibiotiques, c'est pas automatique. Un antibiotique ne sera dirigé et permettra de lutter uniquement contre une infection bactérienne. Rien ne sert à prendre des antibiotiques contre un autre micro-organisme pathogène, un autre groupe, encore moins pour les virus.